Et je vais tout de suite passer le micro à Cyril Pujol pour l'intervention. Merci beaucoup. Donc pour ceux qui ne connaissent pas le GAMSTAT, donc le groupement aéromobilité de la section technique de l'armée de terre, donc on est un centre d'expérimentation aéronautique qui se situe au niveau de l'aéroport de Valence-Chabeuil. Voilà, donc on fait toutes les évaluations technico-opérationnelles sur les hélicoptères de l'armée de terre, donc sur les nouveaux matériels qui arrivent et sur les systèmes qui sont embarqués dans les hélicoptères. Donc pour ma part, je suis officier de programme, chef de projet si vous préférez, sur les systèmes d'information opérationnels et de communication qui sont présents sur les hélicoptères. Il y avait une minute juridique. Non. Ou je suis parti dans le... Hop. Voilà, donc on m'a demandé de faire un petit retour d'expérience sur la vision de la maîtrise des données au niveau des armées. Donc j'ai choisi sur ce domaine-là de partir sur la maîtrise des données opérationnelles, c'est-à-dire les données qu'on utilise dans les opérations. Pourquoi? Parce que nos systèmes sont de plus en plus numérisés et interconnectés, et donc au niveau de ces données opérationnelles, ça devient un enjeu stratégique majeur au niveau des armées. Donc ça a toujours été le cas, hein, depuis. Donc j'ai mis en exemple la machine Enigma, la fameuse machine Enigma de la Deuxième Guerre mondiale, où le décryptage des données a permis de réduire, on estime d'environ 2 ans le conflit, la durée du conflit armé. Mais aujourd'hui, donc comme je le disais, tous nos systèmes sont de plus en plus interconnectés, numérisés, et donc le volume d'informations à traiter est de plus en plus important. Et la maîtrise des données devient un enjeu majeur. Et quand je parle de maîtrise des données, je parle de fiabilité. On a parlé de résilience des systèmes de communication face à une menace cyber qui augmente de jour en jour. Donc pour un peu illustrer tout ça, je vous ai mis sur cette planche quelques exemples. Donc en haut à droite, vous avez le cockpit d'un hélicoptère Caïman. Donc un hélicoptère de nouvelle génération. On peut deviner, c'était sur la première diapo aussi, le casque de l'équipage qui est infovalorisé avec des informations qui s'affichent sur la visière et qui leur permet en fait d'obtenir directement un certain nombre d'informations qui arrivent des effecteurs et capteurs de l'aéronef. En haut à gauche, vous avez le système d'information tactique qu'on utilise au niveau des aéronefs. Et donc là, quand je parlais de données opérationnelles, vous pouvez voir, alors je ne sais pas si vous pourrez deviner ça, mais donc on a les positions de 3 hélicoptères dessus. Donc on échange nos positions, on échange nos ordres et nos comptes rendus en temps quasi réel. On a la position de nos, par exemple, systèmes électro-optiques avec le champ de visualisation qu'on peut avoir directement sur la cartographie et sur le terrain. Et donc toutes ces données, vous comprenez bien qu'il faut arriver à les sécuriser, à ce qu'elles soient suffisamment fiables pour ne serait-ce ne pas faire de tirs fratricides ou se tromper de cible, ne serait-ce que ça, si je parle très militaire. On peut voir, si vous voyez le losange rouge, ça pourrait être une observation effectuée par un des participants et qui est transmise à tous les autres participants d'un char ennemi, par exemple. Et cette numérisation, cette interconnexion arrive jusqu'au plus bas échelon. Donc en bas à droite, on voit le cockpit, le poste de pilotage d'un engin blindé, donc c'est un Griffon. Et en bas à gauche, donc le fantassin avec un système de visée déportée. Mais donc les systèmes d'information que je vous présente en haut à gauche arrivent jusque à ce qu'on appelle les systèmes d'information débarqués jusqu'au plus bas échelon. Donc cette numérisation, elle s'inscrit à travers le programme Scorpion. Donc c'est un programme qui est déjà
en cours depuis plusieurs années et qui se poursuit avec un objectif de déploiement en opération dès 2023. Et donc qui a entamé une profonde refonte et modernisation des systèmes militaires, donc que ça soit au niveau des hélicoptères, des systèmes terrestres et au niveau d'un système d'information commun. Tout ça pour arriver à un combat collaboratif info-valorisé, de manière à accélérer le circuit de décision et arriver à avoir une supériorité opérationnelle par rapport à l'adversaire. Donc comme je le disais, ceci passe par une nécessité de maîtriser la fiabilité, l'intégrité des données, et cela passe par des communications sécurisées et résilientes. Donc ça passe par comment ça s'appelle, de la redondance des données et des systèmes. Si je prends, alors c'est pas vraiment des données, mais si je prends ne serait-ce que les systèmes de positionnement de navigation temps, systématiquement dans nos hélicoptères, nous avons 3 à 4 systèmes. Un système GPS qui lui-même a des clés de chiffrement et un GPS militaire. À côté, redondé avec une centrale inertielle, redondée elle-même avec un système Doppler qui nous permet donc en cas de brouillage de l'un ou de l'autre de pouvoir toujours avoir un accès à notre donnée de positionnement. On parlait tout à l'heure de plan de reprise d'activité. Ça passe aussi par le maintien des savoir-faire et des fondamentaux. Et donc je parlerai là de maintien de continuité de l'activité et donc de pouvoir travailler malgré cette numérisation forte, de pouvoir travailler de manière dégradée avant de pouvoir avoir une reprise d'activité derrière. Donc face à cette numérisation, on fait face comme tout le monde à une augmentation croissante des attaques cyber. Donc sur l'année 2021, on estime à peu près une augmentation de 50% par rapport à l'année précédente, quel que soit le domaine d'activité. Et si vous suivez l'actualité, donc il ne se passe pas une journée où il n'y a pas une attaque cyber. Je ne reviendrai pas sur les services départementaux de l'Ardèche. Mais je vous ai amené quelques exemples à travers cette planche. Donc on parle souvent des organismes on parlait de hacking étatique tout à l'heure. Je vous ai mis alors en bas à gauche c'est un système de brouillage russe qui est utilisé et qui permet de brouiller sur 300 km, sur un rayon de 300 km. Donc si vous avez pu suivre un petit peu aussi quelques actualités, on a parlé de perturbations sur l'aviation civile. C'est dû à ce type de système, l'aviation civile étant moins durcie en termes de positionnement GPS. Donc le premier exemple, c'était en haut à gauche, c'était pour vous montrer qu'il n'y a pas besoin de gros moyens, on parlait tout à l'heure de tutos. Donc c'est juste pour illustrer, en 2009, des insurgés irakiens ont réussi à récupérer des centaines d'heures de vidéos de drones américains avec un simple logiciel à 26 $ qui permettait de télécharger BD films issus de satellites. Il se trouve qu'à cette époque, par facilité, les Américains avaient utilisé des satellites de télévision, donc ils sont moins protégés que les satellites militaires, pour faire transiter leurs données. Et c'est lors d'une récupération d'un PC portable où ils se sont aperçus que des centaines et des centaines d'heures d'images de drones étaient sur cet ordinateur-là. Alors vous imaginez bien que à partir de ces images, on peut avoir les centres d'intérêt de renseignement des troupes, et donc pouvoir anticiper
sur les intentions en face. Deuxième exemple, et là je reviens aux utilisateurs eux-mêmes et à l'utilisation de l'ensemble de nos objets connectés de tous les jours ou des réseaux sociaux. Et donc en bas à droite, vous avez un petit exemple donc, qui était sorti aussi à un moment dans la presse, où les militaires qui aiment bien courir, qui aiment bien faire du sport, utilisent aussi des montres connectées, des montres de sport qui sont synchronisées automatiquement sur leur application favori Strava, qui permet de se partager ses exploits. Et donc, comme ces montres sont utilisées en opération extérieure, vous pouvez voir la base militaire de Madana en bas à droite, et avec les traces sol de nos chers militaires qui faisaient leur sport. Alors vous imaginez bien que dans ce cadre-là, des personnels en opération qui seraient en intervention avec leur montre connectée au poignet pourraient divulguer un certain nombre d'informations sensibles. J'avais une très bonne vidéo d'Airbus aussi qui montrait une personne se prendre en photo lors d'une visite avec des systèmes donc sur son lieu de travail, et fier de son travail, en train de les diffuser sur les réseaux sociaux. C'est encore un bon exemple. Alors face à cette menace, je disais tout à l'heure que c'était un enjeu majeur au niveau des armées. Donc au niveau des armées, en plus des champs matériels classiques, des champs de bataille que je pourrais dire, que sont le champ de bataille terrestre, maritime, aérien, le monde cyber est devenu un champ de bataille à part entière, ou considéré comme tel. Il fait partie des champs matériels un peu comme le champ informationnel ou d'influence, et le domaine spatial aussi maintenant. Et cela a conduit depuis plusieurs années à la création d'un commandement de la cyberdéfense, un peu comme vous avez, comme il existe le commandement des forces terrestres par exemple. Donc c'est un commandement avec des moyens et avec des unités spécialisées dans la cyberdéfense. Et donc ces unités qui analysent la menace, supervisent les réseaux, alors qu'ils soient d'infrastructure en particulier, et mènent des manœuvres comme on pourrait le faire, ou des exercices d'ampleur, comme on pourrait le faire sur le terrain avec des engins ou avec des fantassins. Et donc là, je vous ai mis l'affiche en exemple de DEFNET 2022. Donc c'est un exercice national qui s'est déroulé le mois dernier à partir de Rennes, et donc qui a engagé à la fois donc des entités militaires, mais aussi qui challengeait des spécialistes du monde civil, de cybersécurité, à travers des scénarios, des incidents cyber, afin de caractériser les menaces, y réagir et se coordonner pour justement arriver à une reprise d'activité. À côté de cet entraînement et de ces exercices, bon, classiquement, il y a la formation et la sensibilisation des personnels et l'aspect cyberprotection. Donc, tous nos systèmes, donc moi je suis, comme je vous ai dit, officier de programme, donc tous les systèmes d'information que l'on développe passent par une démarche d'homologation cyber, et quel que soit le niveau de protection des données derrière, que ce soit du non protégé, du diffusion restreinte jusqu'au secret et très secret, enfin, d'autant plus un secret très secret. Mais tous nos systèmes passent par des démarches d'homologation avec des analyses de sécurité, des audits ou des évaluations techniques. Donc on a des unités spécialisées qui viennent tester, essayer de, comme a fait la personne juste avant moi, de casser le système, de découvrir les failles de sécurité. Donc c'est sur plusieurs jours et on est amené à réinstaller des systèmes parce que faut pas se leurrer, des failles, il y en a toujours. Donc l'idée est bien de les diminuer, de diminuer le risque
mais le risque ne sera jamais nul. Tout ça pour arriver à mettre des mesures supplémentaires. Alors, quand on est encore en phase de développement des systèmes, des mesures techniques et ou organisationnelles. Voilà. Après, j'avais mis un mot sur la cyberdéfense, donc ça revient un peu le rôle du commandement de cyberdéfense, avec une supervision de nos réseaux et une veille de la menace cyber, mais fait par des spécialistes au niveau national. Voilà, j'en ai terminé. J'espère ne pas avoir été trop loin du sujet. Merci beaucoup.